Bonjour. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto un petit peu particulier, assez différent de ce que je fais d'habitude. D'abord, il va être beaucoup plus long et aussi, il va être beaucoup plus technique. Je vous le dis tout de suite, c'est pas un tuto à la portée d'un débutant. Ça demande pas mal de prérequis, un certain niveau technique. Toutefois, c'est intéressant. C'est pour vous montrer comment réaliser des méga panneaux. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un méga panneau, méga panoramique? Eh ben, c'est le nom que j'ai donné tout à fait arbitrairement à ce genre de choses que vous voyez derrière moi, là. Là, c'est un tirage qui fait 50 cm par 1,50 m. C'est la cathédrale d'Ottawa et vous voyez qu'on va d'un bout à l'autre, hein. Là, il y a l'hôtel, là, il y a la porte d'entrée, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Je ne vois pas bien, là. Donc, je fais un 180 degrés, comme ça, en passant par le plafond. Normalement, un panoramique, c'est pas ça, hein. Qu'est-ce que c'est qu'un panoramique? Ben, sur un paysage, on va prendre une section de photos en les faisant se chevaucher, comme ça, et on les assemble. Alors, il y a une fonction de Photoshop, il y a aussi des logiciels spécialisés qui font le travail mieux. Mais voilà, c'est ça normalement qu'on appelle un panoramique. Moi, j'avais eu l'idée de faire ça. Donc, à l'intérieur, pour un édifice, or ça se prête particulièrement bien à des édifices de très grande taille comme celle-ci, une cathédrale, hein. Ça, c'est la cathédrale d'Ottawa, au Canada. Et je trouve que ça se prête très bien à ce genre de choses. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire dans une cathédrale, hein, même si au niveau architectural, c'est particulièrement intéressant ce genre d'édifice. Mais évidemment, vous pouvez faire ça dans n'importe quel intérieur ou même à l'extérieur. Il y a peut-être des sujets à l'extérieur qui s'y prêtent, en forêt avec plein d'arbres, je ne sais pas, j'ai pas essayé encore. Mais voilà. En tout cas, la technique, je vais vous la présenter de A à Z dans ce tuto. Donc voilà, la même photo de la cathédrale d'Ottawa qu'on voit un petit peu mieux, hein. Oui, effectivement, je ne m'étais pas trompé, hein. Il y a bien l'hôtel de ce côté-là, la porte d'entrée de celui-là. Alors évidemment, vous voyez que là, tout l'intérêt de cette photo, mis à part que ça fait donc un 180 degrés, on part de l'horizontale ici à l'horizontale là. Notez aussi que c'est intéressant des fois de la regarder en verticale. Ça donne un petit peu le vertige, mais ça marche. Mais par contre, l'intérêt principal et la principale contrainte technique, c'est qu'il faut que ce soit absolument symétrique. C'est-à-dire que là, l'axe de symétrie, l'axe central qui passe au milieu du plafond, doit être rigoureusement au milieu de la photo. Et il faut que tout soit, voilà, la distance qui est là doit être la même que là. Là, il faut que ce soit aussi parfaitement au milieu, là aussi. Enfin voilà, on n'a pas le droit de plaisanter avec ça. Il faut beaucoup de rigueur, hein. C'est tout, d'une manière générale, quand il y a une symétrie, une photo symétrique, la règle, c'est la moindre erreur n'est pas supportée, quoi. Il faut que ce soit parfait. Si c'est pas parfait, c'est raté, hein. Donc je vais vous montrer deux, trois autres exemples tant qu'on y est. Ça, c'est aussi une petite cathédrale. Enfin, une petite, elle n'est pas si petite que ça. Par contre, elle est dans une toute petite ville, la ville de Condom, dans le Gers. Et c'est une petite cathédrale. Quand on la voit de l'extérieur, elle ne paye pas de mine. Et de l'intérieur, elle est vachement sympa. Donc là aussi, voilà, je m'étais amusé à faire ce panoramique. Là, on est à la cathédrale Saint-Étienne, non, la basilique Saint-Cernin, pardon, la basilique Saint-Cernin à Toulouse, qui est très difficile à photographier parce qu'elle est très sombre. C'est un édifice très ancien qui date de l'époque romane et donc il y a très peu d'ouverture, c'est très très sombre. Et c'est ça la principale complication quand on fait des photos dans cet édifice. Là, on est également à Toulouse, cathédrale Saint-Étienne, je vais y arriver, qui a une particularité, c'est que vous voyez, elle n'est pas symétrique. L'entrée est là-bas, hein, il y a une raison historique, hein, c'est que l'entrée était ici, elle a été faite, vous voyez, là en style roman, puis la construction a été abandonnée pendant des siècles, et quand ils l'ont reprise, ben, ils ont décalé, et ils ont continué en style gothique. Voilà, c'est pour ça qu'elle a cette forme en zigzag. Et pour finir, celle-ci, qui est la cathédrale de Bilbao, et c'est celle-là qu'on va utiliser, qu'on va refaire dans l'exercice d'aujourd'hui, dans le tuto. Voilà. Alors, je vais commencer par vous montrer, vous donner un petit peu les bases de comment il faut s'y prendre pour la prise de vue, parce que ça me paraît important, même si c'est compliqué de faire sur place, au moins je vais vous montrer et je vais vous expliquer les bases. Alors donc, c'est un petit peu compliqué que je vous montre directement sur le terrain, que j'aille m'enregistrer dans une église, parce que déjà, la plupart du temps, c'est interdit. Je n'allais pas me mettre à faire une démonstration en plein milieu d'une cathédrale. Je vais essayer de vous montrer ça en mimant un petit peu les gestes. Alors, première contrainte, c'est que dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, dans les églises, les cathédrales, tous ces édifices, le trépied est interdit. Dommage, parce que ce serait vachement utile pour faire un panoramique. Donc si vous avez l'occasion de le faire avec un trépied, surtout ne vous en privez pas, la qualité finale et la facilité du montage sera au rendez-vous.
Là, pour la démo, je vais vous partir du principe qu'on n'a pas droit au trépied et que donc on fait à main levée. La principale contrainte qu'il faut faire, alors vous choisissez si possible un grand angle pour pouvoir photographier toute la largeur de l'édifice, voilà comme on est ici, hein, de toute la largeur comme ça si possible. Là, j'ai pas pu. Je vais vous montrer tout à l'heure quand on va faire la démonstration sur cette photo. J'ai fait en fait deux séries de photos, hein, la partie qui est en haut dans la photo finale et la partie qui est en bas. Mais si possible, faites-le en une seule partie. Par contre, ce qu'il faut faire, donc là, je vais imaginer que j'ai l'hôtel qui se trouve de ce côté-là sur ma gauche et la porte d'entrée qui se trouve sur ma droite de ce côté-là. Pour vous, c'est l'inverse. Donc, je vais me mettre dans ce sens-là, de façon à utiliser le plus grand angle hein, pour photographier la plus grosse partie de l'édifice. Ce qu'il faut éviter de faire, c'est des grands gestes comme ça. Parce que si vous faites ça, ça va être beaucoup plus délicat pour faire l'assemblage du panoramique. Sans entrer dans les détails de la construction d'un panoramique, parce que ce serait complètement hors sujet, il faudrait idéalement tourner autour d'un point qui s'appelle le point nodal, qui est en quelque sorte, pour simplifier, le centre de gravité optique de l'objectif. Donc il se situe à l'intérieur de l'objectif. Idéalement, il faudrait pouvoir tourner comme ça autour de ce point nodal. Bon, c'est un petit peu compliqué, même avec trépied, donc, et surtout si on est à main levée, c'est rigoureusement impossible. Mais ce que je veux dire, c'est que quand vous allez faire vos photos, il faut, si possible, tourner le plus possible autour de l'appareil, même si vous n'allez pas être exactement au point nodal, au moins ça va limiter la casse. Voilà. Mais ne pas faire de grands gestes comme ça. Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je me mets dans une position comme ça, donc je fais mes photos. À un moment donné, je vais pivoter, je vais tourner comme ça, et je vais continuer de l'autre côté simplement parce que c'est plus pratique. Ça évite de se tordre le cou, voilà. Donc ça, c'est pour la prise de vue, purement pour tenir l'appareil en main, comment on fait la prise de vue, la série de photos. Quelle série de photos? Je vais vous les montrer. Voilà la grille de photos dans Lightroom. Donc là, vous avez la photo finie, puisque en réalité, j'ai déjà traité ce panoramique, mais je veux le refaire avec vous. Et là, vous avez de là à là, vous avez, il y en a combien 15 photos. 15 photos qui sont les 15 photos que j'ai prises pour faire mon panoramique proprement dit. Alors si je passe en mode plein écran, voilà, elles sont comme ça. Alors en fait, j'ai travaillé dans l'autre sens. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas mis dans le sens horizontal, j'aurais dû. Et vous voyez qu'à un moment, l'appareil a tourné, mais le dispositif qui dit à l'intérieur de la photo si elle est horizontale ou verticale, il y a un moment où il ne savait plus où il était. Donc voilà, là j'ai fait toute une première série, toute la partie, toute une moitié de la cathédrale, et puis j'ai repris du côté de l'hôtel pour l'autre moitié, et j'ai fait l'autre côté comme ça, voilà, hop, jusqu'en bas. Voilà, vous voyez que j'avais de la concurrence, il y a un autre photographe. Et en plus, j'ai fait deux autres photos, des vitraux qu'il y a au-dessus de l'hôtel et des vitraux la rosace qui est au-dessus de la porte d'entrée. Pourquoi? Parce que vous voyez que là, en fait, les vitraux sont cramés. Là, la rosace est cramée. Là aussi, les vitraux, on ne voit pas les détails. C'est dommage parce qu'ils sont jolis. Donc, j'ai fait des photos en plus, très sous-exposées du point de vue de la cathédrale, mais qui sont bien pour avoir les détails dans les vitraux. En fait, j'aurais même dû, pour bien faire, j'aurais dû faire tous les vitraux de la cathédrale, mais j'ai fait que les deux extrémités. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va pré-traiter ces images. Alors, je vais traiter un petit peu, je vais laisser de côté les deux spéciales qui sont pour les vitraux. C'est un traitement un petit peu différent qu'on va voir au dernier moment. Mais là, les 15 photos principales qui sont donc pour l'exposition, je vais donc corriger essentiellement l'exposition, balance des blancs s'il y a besoin, etc. pour les équilibrer. Donc là, je vais prendre un profil colorimétrique plus adapté. J'ai activé, la synchronisation automatique. Hein. Donc tout ce que je fais sur une photo est répercuté sur les autres. Là, je vais régler la balance des blancs. Alors je ne sais pas sur quoi je vais me baser. Tiens, là, sur ça a l'air blanc. Voilà, ouais, c'est mieux. C'est mieux, nettement mieux. La balance des blancs, je vais peut-être la faire aussi pour les deux photos spéciales là. Et l'exposition générale, elle me paraît pas trop mauvaise. Je vais peut-être un petit peu éclaircir.
Voilà, juste un tout petit peu, mais c'est tout ce que je vais faire pour l'instant. Par contre, pour ces deux photos-là, je vais copier la balance des blancs. Donc je sélectionne une des photos de la série, je fais copier, et là je désélectionne tout et je prends juste la balance des blancs. Pas l'exposition, je prends que la balance des blancs, je fais copier, et je viens sélectionner les deux autres, et là je fais coller. Voilà, ça ne change pas grand-chose, mais c'est pour équilibrer le travail. Voilà. Et maintenant, toutes ces photos, je prends la première, on va revenir en mode gris, ça va être plus simple. J'ai pressé la touche G, je prends la première, je clique sur la dernière, et maintenant je vais exporter. Et je vais exporter, alors c'est parti sur notre écran. J'exporte, alors j'ai un pré-réglage qui est tout fait pour mes exports, hein, pour la plupart de mes exports. Là je les prends en formatif, espace colorimétrique Pro Photo, et je ne redimensionne pas. Je prends la photo dans sa taille maximale pour avoir le moins de perte de données possible à ce stade-là. Hein. Donc j'exporte. J'exporte, ça va sans doute durer un petit moment. Je vais évidemment couper ça au montage de la vidéo. Alors j'ai fini donc d'exporter toutes les photos, ça a pris à peu près 1 minute, hein, j'ai coupé, et j'ai importé, vous voyez, tous les fichiers TIFF dans Photoshop, y compris les deux derniers là qui sont sous-exposés pour avoir les vitraux, mais donc il y a les 15 autres photos principales qui sont là, d'ailleurs je pense qu'on ne les voit pas toutes. Voilà. Alors maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va faire l'assemblage. Alors en réalité je crois que j'avais même pas besoin de les importer dans Photoshop, parce que pour faire cet assemblage, donc on va pas le faire à la main évidemment, hein, on va le faire faire par un logiciel. Alors on va commencer par le faire faire par Photoshop. Alors c'est dans Automatisation, Photomerge. Et je vais pas ajouter les fichiers, enfin si je peux afficher les fichiers ouverts, et je vais simplement supprimer les deux derniers, là, les deux qui sont pour les vitraux. Et là, je vais donc lui demander fusion des images. Il n'y a pas de correction de vignettage ni rien. Tout ça, on le fera nous-mêmes après. Les zones transparentes, on ne va pas lui demander de les remplir parce qu'il va remplir avec n'importe quoi. Je veux le faire à ma façon, vous allez voir comment. La correction de la distorsion géométrique aussi. Voilà, je laisse vraiment juste la fusion des images. Et là aussi, ça va prendre sans doute un certain temps. On y va, et je couperai si c'est trop long pour le montage. Voilà, l'assemblage est terminé, ça a pris presque 2 minutes. Alors évidemment, le temps dépend de la puissance de l'ordi, du nombre de photos, de la taille des photos, de la complexité de l'assemblage réalisé, etc., etc. Donc voilà, là on a un premier assemblage qui est pas trop mal. Il faut savoir que c'est donc une série de calculs arithmétiques très 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 complexes. Et donc c'est aussi pour ça que ça prend autant de temps. Il y a parfois des erreurs d'assemblage. Il y a des logiciels spécialisés qui travaillent en général, je dis bien en général, mieux que Photoshop. J'ai quand même voulu réaliser la démonstration sur Photoshop, là voilà. Vous voyez qu'elle est toute biscornue, mais avec un logiciel spécialisé aussi. Et maintenant on va travailler là-dessus pour la redresser. Je voulais quand même vous montrer aussi ce que ça donne sur un logiciel spécialisé, en plus de Photoshop. Donc celle-là, je vais l'enregistrer en la nommant, et c'est enfin mon assemblage Photoshop, hein, puis on va le faire avec un autre logiciel. Vous voyez que donc Photoshop a créé un calque par photo assemblée, et à chacune il y a le masque correspondant. Pour l'assemblage, il les a aussi déformés, il a fait tout un travail très 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 complexe. Mais par contre, dans cette façon de faire les calculs, de faire l'assemblage, il y a plusieurs, ils appellent ça des projections, plusieurs façons de projeter, c'est-à-dire en panoramique, que ce soit un panoramique classique sur un paysage ou que ce soit ce que j'appelle moi un méga panneau, de cette façon-là, à 180 degrés en passant par la verticale, ça représente quand même en quelque sorte une fraction de sphère. Vous voyez, même si je photographie un paysage comme ça, devant moi, ça représente une fraction de sphère qu'il va falloir mettre à plat sur une photo, comme quand on a un globe terrestre qu'on veut mettre sur une carte plate, c'est pas possible, il y a forcément des déformations. Donc cette projection de la sphère ou d'une fraction de sphère sur une image plate, donc ils appellent ça une projection. Il y a plusieurs façons de le faire, plusieurs algorithmes.
Et avec Photoshop, on n'a pas le choix, il en applique un, alors je ne sais même pas lequel c'est, mais en tout cas, il applique celui-là et pas un autre. Alors que dans un logiciel spécialisé, comme vous allez le voir, on a le choix. Donc, je vais enregistrer cette image pour le cas où je décide de l'utiliser. Je ne sais pas encore si ce sera celle-là la meilleure ou celle qui va sortir du logiciel spécialisé. En tout cas, je vais l'enregistrer et on va faire la même démonstration avec un logiciel. Je suis toujours dans Photoshop, je vais vous expliquer pourquoi. Avant de continuer, je voudrais vous dire un mot à propos de l'enregistrement que j'ai fait du format de l'assemblage dans Photoshop qu'on a fait tout à l'heure. Ça a fait un très gros fichier. Pourquoi? Parce qu'il y avait donc 15 clichés de 45 millions de pixels chacun, plus les 15 masques correspondants, ça faisait vraiment un très gros fichier. Alors, vous savez que le format normal natif de Photoshop, c'est le format PSD, Photoshop Document. Mais il est limité à une taille de fichier finale de 2 Go. Quand ça dépasse, on peut passer au formatif. Le formatif, il enregistre exactement la même chose que le PSD, mais lui permet d'aller jusqu'à 4 Go. Et bien là, même le 4 Go de TIFF ne suffisait pas. Il a fallu que je passe à un format spécial de Photoshop, qui est le format PSB, Photoshop Big, qui permet d'aller au-delà des 4 Go. Voilà. Mais qui a d'autres inconvénients, bon, je ne rentre pas dans les détails. Donc voilà, il a fallu que j'enregistre au format PSB. Là, on va préparer les photos pour les faire passer dans un logiciel spécialisé qui s'appelle Autopano Giga, je vais vous le montrer tout à l'heure. Pourquoi il faut le préparer? Parce que c'est un logiciel qui est assez ancien. Je vais vous donner tous les détails tout à l'heure, mais c'est un logiciel qui est assez ancien et qui gère pas toujours très bien les rotations des images. Comme vous avez vu pour l'assemblage dans Photoshop, je ne me suis pas pris la tête, j'ai donné les photos dans les sens où elles étaient, les rotations, les demi-tours, les quarts de tour, etc. Il s'est très bien débrouillé. Autopano, malheureusement, le gère parfois un petit peu mal quand les photos ont tendance à avoir des éléments qui se ressemblent, comme dans une église, les vitraux, les colonnes, tout ça, ça se ressemble un peu, les bancs de l'église, tout ça. Des fois, ils s'en mêlent un petit peu les pinceaux. J'ai pris l'habitude, pour pas avoir de problème, d'orienter toutes les photos dans le sens définitif de l'image finale. Donc, là, vous voyez sur l'image qui est là à l'écran, elle est dirigée, donc c'est la première de la série, elle est dirigée vers l'autel. Vous avez vu que l'image finale que je veux avoir l'autel qui est couché, qui est tourné avec le bas de l'autel vers la gauche de la photo finale, et de l'autre côté, on aura la porte d'entrée de la cathédrale, avec le bas, on va dire, de la porte qui est orienté vers l'extérieur. Donc là, sur cette photo-là, vous voyez qu'il va falloir que je la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour être bien orienté. Donc comment on fait ça? On va dans Image, rotation de l'image, rotation horaire, c'est-à-dire dans le sens d'aiguille d'une montre, de 90 degrés. Ça donne ça. La suivante, c'est pareil, hein, l'autel est là en bas, donc j'ai décalé un petit peu ma prise de vue vers le haut, et je fais image, rotation de l'image, rotation horaire de 90 degrés. Vous voyez qu'on a là le transept qui est ici, le transept là, il est de ce côté-là, donc pour qu'il soit en bas, c'est aussi rotation horaire 90 degrés. On continue, là, celle-là, j'ai rien à faire, elle est déjà dans le bon sens, c'est très bien, tant mieux. Celle-là, par contre, on l'a de ce côté-là. Le transept est de ce côté-là. Là, on a basculé de l'autre côté. C'est certainement à ce moment-là que j'ai fait le demi-tour sur moi-même à la prise de vue. Donc, il va falloir que cette fois, je fasse dans le sens anti-horaire. Donc, image, rotation de l'image, rotation anti-horaire. Voilà. Et je continue. Là, c'est la même chose. Rotation anti-horaire, 90 degrés. La suivante, idem, rotation anti-horaire. Et là, on revient au départ. Donc là, de nouveau, il faut faire rotation horaire pour que le dessous de l'autel se retrouve de ce côté-là. Donc image, rotation de l'image, horaire. Image suivante, c'est pareil. Horaire, là il faut réfléchir un petit peu, il n'y a pas de recette, il faut se prendre la tête. Alors vous avez vu que pour celle-là, on a le transept qui part vers le bas. Donc là, il faut que je le fasse partir aussi vers le bas. Donc image, rotation, alors cette fois on est toujours en haut, non j'ai dit dans l'autre sens, je fais CTRL Z pour annuler, attendez je sais plus où j'en suis, oui il est dans ce sens là, donc là il faut que je fasse anti-horaire, image, rotation de l'image, anti-horaire, je continue avec celle-ci, celle-là, et non il est vers le haut. Ah non, pardon. Il était, non, c'était bien ça. Il aurait fallu le mettre vers le haut, celui-ci.
Donc voilà, vous voyez, à discuter en même temps. Donc je fais 180 degrés, c'est plus simple. Oui, voilà, on retrouve là les trois vitraux qui sont ici, on les retrouve du même côté. Cette photo-là est déjà bien orientée, j'ai le transept qui est vers le haut. Là, il est vers la droite. Donc là, maintenant, on bascule en anti-horaire. Image, rotation de l'image, anti-horaire. Et ça va certainement être comme ça jusqu'à la fin. Image, rotation de l'image, anti-horaire. Celle-ci, anti-horaire. Rotation anti-horaire. Celle-ci, c'est la dernière de la série image, rotation anti-horaire. Et tant que j'y suis, j'ai les deux photos spéciales. Je vais aussi les faire. Comme ça, ce sera fait. Celle-là, elle est donc en anti-horaire, c'est celle de la porte d'entrée. C'est à peu près la même que celle qu'on vient de faire, hein, anti-horaire. Et celle-là, c'est le côté de l'hôtel qui est ici, donc sens horaire. Donc, image, rotation, horaire. Là, je peux tout enregistrer d'un coup en faisant fichier tout fermé. Il me demande si je dois enregistrer, je lui dis d'appliquer à tout et je lui dis oui, il doit tout enregistrer, bien sûr. Voilà, alors là, il est en train de tout refaire. Il écrase les fichiers TIFF que j'avais préparés, mais c'est pas un problème. L'important pour moi, c'est qu'il m'enregistre correctement mes photos. Et là, on va passer maintenant dans Autopano. Nous voilà donc dans Autopano JK. Alors, c'est un logiciel qui a déjà quelques années, qui a été un précurseur. Ça a été le premier logiciel vraiment professionnel d'assemblage de panoramique avec des options vraiment intéressantes. Il a vraiment cartonné. Et malheureusement, la boîte qu'il éditait a eu des difficultés financières. Ils ont été rachetés par une autre boîte qui a décidé de l'abandonner. Donc, malheureusement, depuis 2018, il n'est plus suivi, il n'existe plus. Il n'y a plus de suivi, enfin, il est resté figé à la version de 2018. Malgré tout, je considère, moi, qu'il est toujours un des meilleurs. D'autant plus que la bonne nouvelle, c'est que on le trouve gratuitement maintenant. Ou plutôt, on le trouve à télécharger sur le site d'un photographe qui s'est pas mal spécialisé dans la photo panoramique, qui s'appelle Arnaud Frisch, qui a fait un site que d'ailleurs je vous recommande de consulter. Je vais vous mettre les explications, le lien vers son site. Et sur son site, on peut donc le télécharger et on peut trouver des codes d'activation qui sont tout à fait légaux, puisque de toute façon, lui, ça n'existe plus, pour l'utiliser. Si Autopano ne vous suffit pas, ou si vous voulez acheter un logiciel du marché, il existe aussi des outils gratuits, hein, qui sont très bien. Je ne les connais pas très bien, les outils gratuits. Moi, j'utilise Autopano depuis, je crois, une quinzaine d'années, peut-être même plus. Sinon, il a été remplacé par un logiciel qui s'appelle PTGui, qui est un logiciel professionnel, qui est très puissant, qui a beaucoup d'options aussi, qui est vraiment le numéro 1, que je trouve personnellement un petit peu cher. Mais voilà, c'est une question de goût personnel. C'est aussi parce que j'utilise Autopano que l'autre me paraît cher, puisque celui-là, je l'ai gratuitement et qui me fait très bien le travail que j'ai besoin de faire. Bon, voilà, c'était une parenthèse technique. Donc, je vais vous mettre les liens de téléchargement vers les logiciels, les liens vers le site d'Arnaud Frisch. Voilà. Là, j'ai importé dans Autopano les 15 images principales et je lui dis simplement de faire une détection, c'est-à-dire de chercher s'il y a, d'après lui, un panoramique ou plusieurs dans ces images-là. Alors nous, on sait qu'il y en a un, mais je lui fais détection, voilà, ça prend quelques secondes. Il calcule, je ne sais comment, les points communs qu'il peut y avoir entre les photos, et là, il va me faire une proposition. Voilà. Il a trouvé ça, vous voyez que ça ressemble quand même assez à ce que Photoshop a réalisé, hein. Donc là, je vais faire éditer. Voilà, on le voit déjà mieux. Et surtout, là, l'avantage, c'est que vous voyez les projections dont je vous parlais. Là, il y a 10 modèles de projection différentes. Il a choisi par défaut le format cylindrique, qui est celui-ci. Il y a aussi le sphérique, il y a le rectilinéaire. Alors en général, c'est un de ces trois-là, hein, du moins sur les panoramiques plus classiques de paysage. Vous voyez qu'ici, le rectilinéaire ne va pas du tout. Vous voyez aussi qu'il y en a d'autres, hein. Bon, il faut quand même essayer, hein. Des fois, ça donne des trucs assez bidons, mais des fois, ça donne des trucs intéressants. Donc moi, j'ai pour habitude de les tester pratiquement tous. Voilà, celui-là, il est trop tassé. Celui-là, bon... ouais, celui-là, ça va pas du tout, hein. Le mini palette, c'est un panel, c'est pour des 360, hein. Si le panoramique ne fait pas 360 degrés, ça sert à rien. Donc je pense que finalement, le mieux au final, c'était
Non, pas celui-là évidemment, c'est entre sphérique et rectilinéaire. Je pense que je vais prendre le sphérique. Ouais, je pense que je vais prendre le sphérique. Alors, il y a aussi une option alors, qui n'est pas disponible pour toutes les projections. C'est aussi pour ça que je prends le sphérique, parce que sur le cylindrique, vous voyez, l'option est désactivée, qui va me permettre de redresser un petit peu le panoramique, parce que vous voyez que ça fait un zigzag, et ça, on n'y peut rien. C'est une conséquence de la projection. C'est une conséquence de la projection, un panoramique tout droit, donc, mais qui est, je le répète, une fraction de sphère. Quand vous le projetez sur un truc droit, ben forcément ça fait un peu un serpent pour des raisons arithmétiques que je serais incapable de vous répéter en détail. Mais donc avec cette option, je vais pouvoir tracer des lignes. Vous voyez là, voilà, je vais dire ça, tu me le remets droit, ça, tu le mets droit comme ça, et je peux en tracer autant que je veux, ça c'est comme ça. Là aussi, vous voyez, je m'efforce de relier, voilà, par exemple, ce point et ce point. Voilà, comme ça. Là, je vais en faire un autre ici. Voilà. Et je lui dis, c'est bon, fais le calcul. Voilà, il a redressé. Alors, c'est loin d'être fini encore, mais dans Autopano, moi, c'est tout ce que je fais. Je fais uniquement ça. Je sors. Je vais enregistrer si j'ai besoin d'y revenir, je vais enregistrer au format panneau les calculs qu'il a fait. Donc je fais enregistrer sous. J'ai numéroté moi mes photos, je supprime les numéros puisque là c'est un montage global. Donc Bilbao, puisque ça a été fait à Bilbao. 15 entre parenthèses, c'est le nombre de photos qui a servi à l'assemblage. Ça c'est moi qui ai programmé le nom du fichier de façon à ce qu'il soit comme ça. Hein. Point panneau qui est le format spécifique à Autopanneau. J'enregistre, voilà. Et par contre, maintenant, il faut faire l'export du rendu, parce que là, pour l'instant, c'est une prévisualisation. Il faut que je fasse le rendu. Voilà. Alors là aussi, il y a tout un tas d'options. Moi, j'ai choisi de l'exporter au format PSD. Voilà, je ne rentre pas dans les détails, je ne vais pas vous faire en mode d'emploi de Autopanneau. Je fais le rendu qui aussi dure un certain temps, et on se retrouve après. L'assemblage a été donc réalisé sur Autopanneau, il a pris un petit peu plus de 2 minutes sur mon ordinateur, ce qui est quand même assez peu de temps, parce que je peux vous dire que les premières versions d'Autopanneau, il y a donc, ça remonte à une quinzaine d'années, même pour des panoramiques beaucoup plus simples, beaucoup moins grands que celui-ci, ça pouvait prendre un quart d'heure, 20 minutes, j'avais mis un signal sonore pour qu'il m'appelle quand il avait fini le travail, j'en lançais plusieurs et puis j'allais faire un tour où j'allais manger parce que c'était vraiment très très long. Là, en 2 minutes, réaliser ça, c'est vraiment un petit exploit. Donc voilà, on l'a à peu près redressé, on se retrouve avec cette image-là. Je vais partir de celle-là plutôt qu'avec celle de Photoshop, de cet assemblage plutôt que celui de Photoshop, pour réaliser la suite du tuto. Alors, je vais commencer en premier par le transformer. Alors vous voyez que là, par contre, il n'y a pas les différents calques. Hein. Un seul, ça suffit. De toute façon, c'est pour la suite du travail, je suis obligé de travailler avec un seul calque. Je convertis ce calque en objet dynamique. Pourquoi ? Vous savez qu'un objet dynamique, c'est un petit peu comme une boîte à l'intérieur de laquelle on met quelque chose. Alors on met quoi ? On peut mettre une image ou plusieurs. Ici, il n'y en a qu'une. On peut mettre des réglages. On peut mettre un fichier RAW. On peut mettre beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'on va manipuler la boîte, on manipule la boîte, l'objet dynamique, pas ce qu'il y a dedans. Ce qui fait que là, quand je vais déformer, en fait, le fichier qui est à l'intérieur, celui-ci, va rester tel que. C'est à chaque fois qu'il va recalculer les déformations que j'aurais mis. Alors l'avantage de ça, c'est que si j'applique une déformation et que je me dis, je me suis trompé, je recommence, si j'ai déjà enregistré, que je remodifie, que je réenregistre, que je remodifie, que je réenregistre, au bout d'un moment, l'image va être complètement dénaturée, il va y avoir une grosse perte de qualité. Alors qu'en faisant avec un objet dynamique, elle reste... L'image à l'intérieur reste telle qu'elle est là, c'est l'image d'origine, l'image brute, et on repart toujours de l'image brute, quoi qu'on fasse. Voilà. Alors, première chose, je vais un petit peu dégrossir les lignes parallèles avec tout simplement le filtre Camera Raw, qui, vous le savez, va permettre, alors voilà, c'est un petit peu long parce qu'il y a beaucoup de données, qui va permettre de faire comme si j'avais une photo d'architecture et que je veux redresser les verticales. Hein. Donc voilà, là je peux tracer 2 lignes horizontales, 2 lignes verticales, je ne vais pas m'en priver. Je vais prendre ici, je vais supposer que les bancs sont bien alignés, les bancs de la cathédrale, voilà, je vais aligner ça comme ça.
Là aussi, alors ceux-là par contre on ne peut pas les raligner, je vais me baser plutôt sur le rebord du mur ici. Voilà. Et là pour les verticales, alors là c'est un petit peu plus délicat. Je vais partir de cette nervure. Non, là on ne le voit pas. Je vais partir de cet angle-là jusqu'à celui-ci. Voilà. Et là, donc, je vais faire la même chose. Je vais partir de cet angle jusqu'à celui-ci. Voilà. Ça me paraît un petit peu bizarre. Ça me paraît un petit peu bizarre. Alors, je vais le laisser comme ça. Je vais faire que les deux horizons, que les deux verticales là. Et le reste, je vais le faire à la main parce que là, il y a une déformation qui me paraît pas très naturelle. Ah bah oui, parce que je suis parti de là, non. Donc là, voilà, je pars de là vers là, ça, c'est correct. Et là, il faut que je parte alors attendez, c'est celui-ci vers celui-là. Voilà, bah oui, c'est quand même mieux. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je ressors d'ici et je ressors de caméra raw. Il effectue le calcul que je viens de lui donner. Donc là, on a bien dégrossi. Là, il y a le masque filtrant, pardon, je le supprime, il ne va me servir à rien. Et maintenant, on va vraiment passer à la déformation du panoramique pour avoir un résultat bien symétrique, bien conforme à ce qu'on veut obtenir. Alors, on va tracer des repères. Le premier repère, ça va être celui du milieu. Il est impératif qu'il soit rigoureusement au milieu pour avoir la symétrie. Donc je vais dans Affichage, Repère, Nouveau repère. Je veux le tracer horizontal et je veux qu'il soit à 50%. Donc j'écris simplement 50%. Voilà, j'ai une ligne là qui est rigoureusement au milieu de ma photo. Et je vais tracer des lignes d'autres repères verticaux. Je vais en tracer deux et puis je les déplacerai à la demande. Alors, pour me faciliter les choses, je vais afficher les règles en faisant CTRL R comme règle ou commande R sur Mac, et en partant de la règle, je clique, je maintiens le clic et je tire. Voilà, j'ai tiré deux repères qu'après je mettrai où ça m'arrange. Je refais CTRL ou commande clic pour enlever les règles pour pas qu'elles me gênent. Et là maintenant, on va pouvoir déformer l'image à volonté. Alors comment on fait ça? Tout simplement avec l'outil transformation, transformation manuelle. Voilà. Et son sous-outil, on va dire, déformation. Alors l'outil déformation, il va me permettre de déformer à partir des quatre coins. Je vais annuler à chaque fois. Mais aussi, vous voyez qu'il a divisé l'image en 3 tiers horizontaux, 3 tiers verticaux. Et à chaque fois, il a fait là une ligne de tangente. J'annule, hein, je le ramène à chaque fois sur le point de départ. Et vous voyez que là, on peut tirer l'image dans tous les sens. Si c'est nécessaire, en plus de ces 3 lignes horizontales, enfin de ces deux séparations horizontales et 2 séparations verticales, je peux en ajouter d'autres. En général, on n'en a pas besoin. Alors à chaque fois, ça va rajouter des lignes de tangente, mais ça va rajouter aussi des complications. Donc en général, il vaut mieux éviter de le faire. On se retrouve vite fait avec un sac de nœuds, on ne sait plus où il faut tirer, dans quel sens, etc. Donc là, je vais réduire un petit peu l'image de moi-même et on va travailler cette image-là. Alors la première chose que je vais faire, c'est remplir les vides. Donc je vais tirer les 4 coins, comme ceci. Il faut y aller par petites touches. Hein. Il faut y aller par petites touches, pas se prendre la tête. Au début, j'essaie simplement donc de remplir mon espace. Vous voyez, là, il est rempli. Je vais décaler mon image. Et là, je vais faire pareil. Voilà. Je tire un petit peu comme ça, comme ça. Là, on va y aller encore un peu. Voilà. Là, au milieu, je fais pareil. Je tire des deux côtés. Il vaut mieux revenir 3-4 fois sur le même endroit. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, je vais commencer à m'intéresser à la symétrie. Vous voyez qu'on n'est pas au milieu. Donc, et là non plus. Hein. Vous voyez, l'espace qu'il y a là, c'est pas le même que là. Alors, je vais déplacer mon repère. Je le mets sur les deux ogives pour qu'elles soient alignées en même temps. Et là, je vais tirer celle-là pour qu'elle soit comme l'autre. Et qu'elle soit aussi un petit peu tirée vers la gauche. Vous voyez, parce que la pointe, là, elle est ici. Voilà, là, je vais la remettre. Je vais mettre le repère sur la pointe. Il faut que là, ça passe sur la pointe.
voyez que l'espace qu'il y a là, il faut que ce soit le même ici. Donc là, je vais tirer un petit peu plus. Voilà. Là, on n'est quand même pas au milieu. Alors, je peux venir ici et tirer l'ensemble de l'image pour le mettre au milieu. Voilà. Du coup, hop, là, on est parti trop loin. Donc, je vais revenir un petit peu. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que quand on bouge un point, évidemment, ça fait bouger tous les autres. Donc, il faut y aller par petites touches. Vous voyez que là, on est au milieu, là, on est moins, et là, on n'est plus du tout. Eh bien, ça fait rien. Je vais venir ici. Je vais tirer comme ça. Voilà. Là, ça a l'air à peu près bon. Là, le crucifix n'est pas pile au milieu, on va le décaler un petit peu. Là, du coup, ça a décalé un petit peu là aussi. Je vais le ramener. Est-ce que je peux le ramener avec ça? Non. Je vais le ramener avec celui-là. Ça va être plus simple. Voilà. Maintenant, je vais déplacer mes repères. Est-ce que cette ogive, elle est dans le sens... Celle-là, elle dépasse un petit peu plus vers la gauche, vous voyez? Donc, je la ramène un petit peu. Voilà, la distance qu'il y a là par rapport au lustre, là on voit trop de lustre par rapport à là, donc je vais le rentrer. Voilà, mais du coup là j'ai fait disparaître l'ogive qui est ici. Je vais retirer un petit peu là aussi. Là je vais la ramener. La symétrie elle est restée sauf là au milieu où elle s'est décalée. Ok, là on est bon. Là je vais reprendre le repère, je vais l'amener par exemple ici. Pour voir cette ogive avec celle-là, c'est bon. Je le décale encore, celle-là avec celle-là, c'est bon. Là, on est au milieu, là, ça s'est un petit peu décalé, le crucifix est de nouveau pas au milieu, je vais le ramener. Là, c'est la rosace, et ici, la croisette transept qui n'est pas au milieu. Du coup, là, ça s'est encore un petit peu décalé aussi, je reviens. La rosace est au milieu, la porte est au milieu, les fauteuils, c'est symétrique. Là, c'est bon. Là, c'est bon, j'ai un truc qui est correct, vous avez vu en quelques clics, ça a pris quoi, 2 minutes, donc je valide, il me fait le travail, ça prend quelques secondes en général, et là j'ai une photo qui est symétrique, qui est correcte. Maintenant on va pouvoir commencer le vrai traitement, parce que là on n'a fait que le montage, que la symétrie, on a fait la prise de vue, on a fait l'assemblage, on a fait la symétrie, là on est satisfait de la symétrie, mais la photo elle est encore loin d'être finie. Donc je vais commencer. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? On n'est plus du tout au milieu. Comment ça se fait? Si je reviens. Ah oui, parce qu'il faut. Ah oui, 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 d'accord. Il m'a mis. Il m'a mis la photo. Il m'a mis la photo en plein format. Il m'a mis la photo en plein format, il faudra en fait la recadrer. Voilà, lui il a tout pris. Vous voyez là j'ai le centre de symétrie, le centre de la photo qui est comme ça. Voilà, je la montre ici. Alors je ne vais pas supprimer les pixels rognés, ceux qui sont autour. Je les garde. Si j'ai besoin de revenir sur mon travail de symétrie, là je peux y revenir. Donc je fais un double-clic, je pense que ça ne va pas aller là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais là il y a eu un petit souci. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me fait le calcul, voilà, il recalcule tout l'intérieur de l'objet dynamique, hein, comme je vous disais tout à l'heure. C'est un petit peu énervant, surtout quand il n'y a plus rien à l'écran parce qu'il a tout effacé pour mieux réfléchir, voilà, on n'y est plus du tout, je ne sais pas pourquoi, donc c'est pas grave, je refais mon objet dynamique, je repasse en mode déformation, vous voyez qu'on retrouve les réglages tels qu'ils étaient, bah oui c'est rigolo parce que là par contre on est correct. On est correct, mais on n'est pas correct quand on ressort de la transformation. Alors là, j'avoue que je ne sais pas du tout pourquoi. Je vais annuler, sinon il va refaire tous les calculs. Je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça. Ou alors c'est simple. Ah ben c'est simplement que le repère n'est pas au milieu. Le repère n'est peut-être pas au milieu. Pour une raison que je ne comprends pas. Donc je vais effacer les repères. Donc on va dans Affichage, repère, effacer les repères, et je refais un repère centré, donc repère, nouveau repère horizontal à 50%. Voilà, on voit que là, c'est mieux, mais l'image a fait une rotation. Alors là, c'est quand même assez étrange. Donc je suis toujours dans l'outil transformation, le centre de rotation est toujours au milieu. Je vais légèrement faire une rotation de mon image, et là je pense que ça va être beaucoup mieux.
Voilà. Il va refaire encore une fois tout le calcul. Ouais, c'est un gros fichier. C'est possible qu'il soit un peu emmêlé le pinceau, le petit père Photoshop là. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais voilà. Presque fini. Un petit effort. Tu peux le faire. Allez, je compte sur toi. Voilà. Donc, le repère n'est de nouveau pas bon. Je vais de nouveau le supprimer. Effacer les repères. Et j'en refais un. Affichage. Repère. Nouveau repère. Horizontal. 50%. Voilà. Là, on est bon. Là, on est bon. Il y avait une rotation. Je ne sais pas pourquoi. Bon, du coup, il y a un petit truc vide là, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok. Donc, je resupprime mes repères parce que voilà, j'en ai plus besoin et j'ai pas besoin non plus d'avoir ce truc au milieu de la photo. On va commencer par faire un petit peu de ménage. Donc je crée un calque vide que je vais appeler correction. Et avec l'outil supprimer, je vais venir boucher le trou ici. Donc il reste à remplacer les vitraux. Donc les vitraux, je les ai importés ici. On va commencer par la rosace. Comment je vais faire? On va faire simple hein, pour la rosace. On ne va pas chercher à faire une précision parfaite, d'autant plus qu'au moment de la prise de vue, je me rappelle que j'avais oublié de faire les vitraux, je les ai fait après, j'étais pas exactement au même endroit. Parce que pour faire ce truc-là, la prise de vue, c'est évidemment important de se placer bien au centre. Hein. Donc là, je vais faire une sélection elliptique, comme ceci. Voilà, et donc ça, je le copie, CTRL-J ou COMMAND-J sur un autre calque, et ce calque-là, je vais l'emporter dans ma photo, là, voilà. Alors, pour que ce soit plus facile aussi pour les déformations, comme tout à l'heure, je convertis en objet dynamique. Voilà, je viens zoomer dessus, et là, je vais venir déplacer mon image, et je fais CTRL ou COMMAND T pour entrer dans l'outil de transformation, et là, on va aligner. Alors, vous savez qu'il vaut mieux se mettre en mode différence, quoique dans ce cas-là, je ne sais pas si ça va être bien, parce que c'est assez confus, il faut reconnaître. Ouais, c'est pas évident. Donc voilà, je déforme avec l'outil de transformation. Vous savez qu'avec la touche CTRL, on peut libérer les quatre coins. Là, on peut vraiment faire ce qu'on veut, déplacer les quatre coins indépendamment du reste de la photo. C'est pas aussi simple que le mode déformation, mais ça permet quand même de faire des choses assez sympas. Mais voilà, là, grosso modo, je m'aligne, je me remets en mode normal, je valide les modifications que j'ai fait, et là, je vais utiliser la baguette magique, justement, pour voir si je peux supprimer simplement les pixels les plus sombres, ou plutôt les masquer. On ne supprime rien, surtout sur un objet dynamique, donc là, ça a l'air d'être pas mal. Je fais un masque. Évidemment, il faut l'inverser. Ouais, c'est pas terrible. Est-ce que ça va suffire vu de loin? Oui, je pense. Non, j'avais supprimé ce masque, je vais le refaire parce que je pense que simplement la tolérance de la baguette magique n'était pas suffisante. Donc je vais recommencer. Voilà, je vais lui dire de prendre aussi cela. J'ai désactivé Pixel Contiguous pour qu'il prenne tous les pixels sombres de cette partie de l'image. Donc je fais le masque et je l'inverse, CTRL ou commande I. Non, oui, CTRL ou commande I, pardon. Voilà, ouais, là c'est quand même mieux. Et je peux même peut-être le passer dans un mode de produit par exemple. Et là je vais un petit peu flouter le contour progressif de ma sélection
Voilà, ce que ça donne avant, après, c'est quand même plus correct. Si je ne suis pas en mode produit, ça change quoi? Regarde, bon, je vais le laisser en mode normal alors. Voilà. Bon, maintenant on va faire les trois autres. Celui-là, je peux le supprimer. On va faire les trois autres vitraux. On va les faire un par un. Ça va être plus simple. Je vais prendre l'outil lasso polygonal et je viens sélectionner celui-ci. Double-clic pour fermer. CTRL ou commande J pour copier. Je le prends et je viens le déposer à l'emplacement qui va être le sien. Voilà. Hop. Je le convertis en objet dynamique. On ne va pas le laisser en objet dynamique après, hein. Cela, ce serait un petit peu inutile. CTRL ou commande T pour passer en mode transformation, mode différence. Et là, comme tout à l'heure, je vais venir m'efforcer d'aligner les dessins du vitrail avec les dessins du vitrail d'origine. Voilà, c'est pas facile, mais il n'y a pas besoin d'avoir une grande précision. Voilà, comme tout à l'heure, quand je bouge l'un, ça bouge aussi les autres, donc il faut y revenir par petites touches en plusieurs fois. Voilà. Comme ça, double-clic, je reviens en mode normal. Avec la baguette magique, je sélectionne les parties sombres. Là, je pense que ça va aller. Je vais cette fois inverser la sélection avant de faire le masque, ça revient au même. Donc là, je fais CTRL ou commande plus Maj plus I. La sélection est inversée, ça se voit pas beaucoup, mais elle est inversée. Je crée un masque, voilà. Je reviens ici et on va passer au vitrail suivant. Je prends le lasso polygonal, cette fois le vitrail du milieu. Voilà, CTRL ou commande J pour copier. Non, il faut que je mette sur le bon calque. CTRL ou commande J. Je le prends, je le tire sur l'autre vitrail. Donc, je le déplace. Je le mets en mode différence. CTRL ou commande T pour l'outil de déformation. Et je viens, en gardant la touche CTRL enfoncée, venir aligner les quatre coins, grosso modo. Voilà, je choisis un motif, hein, par exemple celui-ci, là, voilà, je vais choisir celui-là, je mets la pointe ici dans la pointe qui est là. Ok, ça a certainement fait bouger les autres, oui. Là aussi. Et là encore, il faut y revenir un petit peu. Voilà, quand c'est bon, je fais comme ça, je me remets en mode normal, je prends la baguette magique, je clique dans une partie sombre, voilà. CTRL Maj I ou commande Maj I pour inverser la sélection, masque, hop, masque, voilà, on vient sur le dernier, lasso polygonal, voilà, je le mets sur le bon calque, CTRL ou commande J, je le tire à sa place, mode différence, CTRL ou commande T, et je viens décaler les coins et les aligner autant que faire se peut. Comme ça. Voilà, en général, il faut faire 2 tours, hein, puisqu'à chaque fois, il me décale un petit peu tous les autres. Ok. Ok. Là. Et là. Mode normal. Baguette magique. Voilà. CTRL ou commande Maj I pour inverser. On fait un masque et c'est bon. Voilà. Là, l'autre image, je peux la fermer. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc, tous ces calques-là, avec la correction et tout, je ne vais pas me compliquer la vie à les garder avec les objets dynamiques. Tiens, là, j'ai oublié de faire un objet dynamique pour les deux derniers, là. Mais ça fait rien, je vais tout fusionner. Donc, je les sélectionne tous et je fais CTRL ou commande E qui revient, ou alors un clic droit, et je fais fusionner les calques. Alors, c'est sous-entendu fusionner les calques visibles. Attention de ne pas faire fusionner les calques visibles,
parce qu'il va tous les prendre, il va aplatir l'image, avoir un seul masque. Là, c'est à fusionner les calques sélectionnés. Je crois que j'ai dit visible, c'est sélectionné. Donc voilà, je fais ça. C'est plus un objet dynamique, il n'y a plus les masques. Mais vous voyez, avant, après, toutes les corrections que j'ai faites et sur les vitraux et sur les suppressions de personnes. Voilà. Maintenant, on va pouvoir faire le traitement lui-même. Alors, j'aimerais bien donner une teinte un petit peu orangée ici et aller de plus en plus vers le bleu par là. Donc pour ça, je vais créer un dégradé. Un dégradé que je vais mettre du orange, grosso modo, hein, on va prendre un ton un petit peu foncé, un petit peu chaud. Voilà, un orange comme ça. Bon là, il est en bas, on va l'orienter. Et de ce côté-là, alors l'opacité est à 0%, je la mets à 100. Et là, je vais venir chercher un bleu clair de ce genre-là. On va pouvoir modifier hein, après. Voilà. Donc l'angle, je le mets à l'horizontale, je le mets donc à 0 degré, je le rentre à la main, c'est plus facile. Hop, évidemment, je ne le laisse pas comme ça, sinon ça recouvre tout. Je vais le passer en mode incrustation ou lumière tamisée. Lumière tamisée me semble mieux. Je vais baisser un petit peu l'opacité. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mode qui conviendrait mieux? Non, lumière tamisée, c'était pas mal. Sauf que là, le calque, alors là, on est sur l'autre fenêtre, sur l'autre écran, pardon. Donc voilà, je vais me décaler. Cette couleur-là, je vais l'assombrir un petit peu. Baisser la luminosité, voilà, ça me paraît mieux. Le bleu aussi, je fais un double clic, je vais aussi l'assombrir un petit peu. Et le centre, là, je vais le décaler. Ah, non, là, il m'a créé un autre point. Je prends bien le point central et je viens le décaler par là. Voilà. Comme ça. Comme ça. Est-ce que là, c'est bon? Oui, bon, c'est pas parfait, mais je trouve que c'est pas mal. Je vais rajouter encore un petit peu au-dessus un calque, je vais appeler ça luminosité. Luminosité, je vais le passer en mode incrustation et je vais prendre un pinceau que je vais mettre très léger, hein, opacité 25% et flux, je vais mettre allez, 20%. Et en blanc, avec un contour très progressif, je vais venir appliquer des petites touches de blanc, donc de lumière par là, toujours en respectant la symétrie. Voilà. Ok, c'est pas mal. C'est voilà. Enfin, l'important c'était pas tellement le traitement, hein, ça je m'en fous un petit peu de vous montrer le traitement. Ce que je voulais vous montrer surtout, c'était l'assemblage du panoramique une fois qu'on a fait la déformation pour reformer un panoramique bien symétrique, etc. Une fois qu'on a fait tout l'assemblage, que ce soit dans Photoshop ou dans Autopano. Voilà, je pense que le résultat est assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, ce sera tout pour cette fois. Merci de m'avoir écouté.